On va parler de l'épineuse question de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo avec Jean-Baptiste Kasekwa. Bienvenue. Merci David. Vous venez de Goma et vous êtes très apprécié au niveau de Rutshuru, Masisi. Chaque fois quand on vous reçoit, on a vraiment des échos favorables. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous venez de là. Il y a des déploiements presque de toutes les forces régionales, des Sud-Soudanais. Il y a le Kenya, il y a l'Ouganda, le Rwanda parce que la RDC a refusé. Est-ce que c'est déjà une balkanisation qui est en train d'être consacrée? Ou quid alors de l'intégrité de la RDC? Alors, l'intégrité territoriale de la RDC est gravement menacée. L'intégrité? Elle est en danger. Figure-toi, David, que lorsque l'armée ougandaise entre à Bunagana, elle est accompagnée d'une lettre explicite d'après laquelle elle ne vient pas se battre contre l'M23. Ça, c'est l'armée ougandaise. Elle vient simplement comme une force neutre pour occuper les territoires desquels l'M23 se désengage, parce que l'M23 considère les FARDC comme l'armée ennemie, et donc il ne peut pas autoriser que les FARDC se déploient là-bas. À lieu place des FARDC, on donne ces espaces à l'Ouganda. Et on a vu un peu des accointances, des affinités entre Willy Ngoma et certains officiers ougandais. Mais c'est un secret de polichinelle. L'M23 a pris le contrôle de Bunagana en date du 13 juin 2022, ça combat. À la frontière avec l'Ouganda, l'armée ougandaise n'a pas empêché au M23 et ses alliés d'occuper ce territoire. 3 mois plus tard, du 26 au 29, les M23 et les mercenaires ougandais et rwandais ont pris le contrôle de Rutshuru, de Rubare, de Kiwanja, de Mabenga. Ils sont allés jusqu'à Tongo. Ils ont évolué, ils ont même été à Nyamilima, la zone frontalière avec l'Ouganda. Les FARDC étaient déjà en accord de coopération militaire avec l'Ouganda depuis le 30 novembre 2021. L'armée ougandaise n'a pas empêché aux troupes M23 d'occuper ce territoire. Bien au contraire, le témoignage concordat de la société civile, de toute la population, font état de la présence attestée de l'armée ougandaise. Mais un autre fait, dans les communiqués du 23 novembre 2022 de Luanda, il a été dit que ce sont les contingents kenyans qui devaient être déployés à Bunagana, à Rutshuru et à Kiwanja. Comment expliquer aujourd'hui que ce ne soit plus les contingents kenyans, mais que ce soit plutôt les contingents ougandais auxquels les M23 prétendent céder le contrôle de ces entités, c'est-à-dire les M23 dit « J'accepte le dialogue avec le pouvoir de M. Félix à condition que vous m'autorisiez de laisser le contrôle de ces territoires par mon parrain, par celui-là qui m'a aidé à avoir le contrôle de ces territoires-là. Et interdiction formelle au FARDC d'accéder à ces territoires. » Non, nous sommes devant une situation inacceptable parce que l'idée des forces neutres que l'Ouganda évoque aujourd'hui, elle ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, lors du sommet de Kampala, du 7 au 8 août 2012, sous les M23-1, Museveni et Kagame avaient proposé à la RDC le déploiement de ce qu'ils appelaient une force internationale neutre. Et l'opinion publique... Ça, c'est Museveni et Kagame. Museveni et Kagame, lors du sommet de Kampala du 7 au 8 août 2012, ils avaient proposé à la RDC le déploiement de ce que Museveni appelait une force internationale neutre. L'opinion publique congolaise a protesté. Et en réponse à notre protestation,
l'Ouganda et le Rwanda. Ils sont repliés. Ils n'ont pas replié, ils ont renforcé l'M23, M23-1, qui a pris le contrôle de Goma le 20 novembre 2012. Ils ont pillé, ils ont transformé la résidence du gouverneur à latrine. Mais malgré cela, la population congolaise a dit, au nom de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays, nous n'acceptons pas l'idée de force nette. On a ordonné le retrait du M23 de Goma jusqu'à 17 km Kibati haute. Malgré tout ça, nous avons rejeté l'idée d'une force nette jusqu'à ce que, par la pression tout azimut, Église catholique, protestante, société civile, partis politiques, nous avons obtenu du Conseil de sécurité des Nations Unies la création de la brigade d'intervention en appui au FARDC et nous avons battu l'M23. Pourquoi aujourd'hui nous voulons courber les chines et accepter quelque chose que nous avons rejeté? En 2012, Félix Tshisekedi est manifestement porteur de ce projet. Parce que déjà depuis octobre 2019, il a convoqué une réunion à Goma, réunion des états-majors du Burundi, de l'Ouganda, du Rwanda, en vue de la création de ce qu'ils ont appelé un état-major intégré. L'opinion publique congolaise a protesté. En décembre 2012, nous avons appris la signature d'un mémorandum à vue de déploiement à Goma d'un bataillon de la police rwandaise. L'opinion publique a protesté. Et aujourd'hui, est-ce que nous voulons capituler pour accepter? Oui, entre-temps, vous allez continuer. Jocelyn, vous allez nous envoyer les clichés qui est là, vous allez mettre ça, vous allez montrer comment il y a ces contingents au niveau de Kenya, Kibati, au niveau de contingents burundais, et ainsi de suite. Jocelyn, vous allez prendre ça, vous allez balancer. Lorsque l'honorable est en train de parler, Jean-Baptiste Kasseko, allez-y. Donc, est-ce que nous allons accepter aujourd'hui de capituler devant la spoliation de l'État? Donc, ce sont des erreurs par rapport à ça. C'est une chose inacceptable. Donc, c'est une balkanisation qui est en train d'être consommée. Lorsque on nous dit qu'une distance qui va de Kilimanyoka à Ishasha, Ishasha Nyakakoma, Nyakakoma Kishishe, Bambo, Bambo Kichanga, Kichanga Kilolirwe, Kilolirwe Mushaki. C'est une zone, ce n'est plus une zone tampon, c'est un pays tampon, parce que c'est une superficie de plus de 100 km². Et on nous dit, les FARDC ne peuvent plus fouler leurs pieds là-bas. Qui va désigner l'administrateur du territoire dans ces zones-là? Dans votre propre pays, on vous dit, vous ne pouvez pas piétiner. Sur notre propre sol, on vous donne l'injonction. La terre où nous avons nos chefs coutumiers, et on nous dit, l'armée congolaise ne peut plus accéder. Les troupes de l'EAC cohabitent avec les M23 qui continuent à imposer des prélèvements monumentaux à Mushaki. Un camion Fuso qui revient de Massissi paye 520 $. Les forces burundaises sont à côté et voient les troupes du M23 en train d'effectuer ce prélèvement-là sur les Congolais. À Kilolirwe, un camion qui vient de Kichanga pour Goma paye 320 $. À Bouraï, sur la route Rutshuru vers Goma, c'est pareil. Sous la barbe de l'EAC, on m'a dit que même à la donne de Bunagana, ce sont les hommes de M23 qui sont là et les troupes ougandaises prétendent prendre le contrôle de Bunagana. Donc, il y a une balkanisation qui ne dit pas son nom. Et comme je viens de le dire tantôt, nous devons interpeller M. Tshisekedi qui manifestement a choisi d'être le porteur de ce projet. Parce que ce projet ne date pas d'aujourd'hui. Alors, veillez... Depuis octobre 2019, oui, il y a d'abord eu l'idée de l'état-major intégré. Vous allez continuer, regardez ces clichés qui est là. Nous avons les contingents kenyans, Kibati, Kibumba et Rumangabo. Contingent burundais, Sake, Mshaki, Karubo. Ah, donc voilà, et c'est un peu de zoomé que je vois. Ok. Contingent ougandais, Bunagana, qui devrait se déployer à Kiwanja d'ici le 15 avril.
Et donc là, c'est une balkanisation qui est en train d'être consacrée. Parce que, David, c'est pire que la présence de la MONUSCO contre laquelle les populations de Goma, de Kassindi, de Boutembo se sont levées. Sous la MONUSCO, il n'a jamais été fait interdiction au FANTC de se déployer. Même autour des positions de la MONUSCO, nous voyons les FANTC se déployer. Nous avons même suivi la MONUSCO se plaindre que l'état-major de FARDC lui interdit la participation à des réunions de planification. Par moment, j'ai appris par exemple à Beniambaou, sous Baouma, les FARDC pouvaient dire aux troupes FARDC, vous n'entrez pas sur cette zone ici tant que nous n'aurons pas fini les opérations. Mais aujourd'hui, ce sont les troupes EAC La donne a changé. qui se donnent le pouvoir de dire au FARDC, vous ne foulez pas votre pied ici. Est-ce que ça, c'est inacceptable? Bien plus, sur ce territoire de Rutshuru, deux groupements de Nyiragongo, deux secteurs de Massissi, nous allons compter 5 forces régionales, le Burundais, les Ougandais, les Sud-Soudanais, les Kenyans, bien entendu la FARDC de côté, mise de côté. À plus de cela, vous avez les FDLR, vous avez les M23, vous avez tous les groupes armés locaux désormais qualifiés de Wazalendo, vous avez affaire des contingents de différentes nationalités sous le label de la MONUSCO. La zone devient extrêmement surmilitarisée. C'est l'une des causes de la montée de la criminalité en outrance dans la ville de Goma. Et il y a peu, la semaine dernière, 7 personnes ont été tuées à Bugamba, à la frontière entre Nyiragongo et Goma. 7 personnes à pleine ville de Goma. Les jours suivants, c'est un homme d'affaires, Munyamariba, qui a été tué devant sa maison. Il ne se passe pas une nuit sans que 2-3 personnes aient été tuées à Goma. Est-ce que ce sont les Somaliens? Est-ce que ce sont les Sud-Soudanais? Est-ce que c'est le phénomène 40? Est-ce que donc ça devient une jungle sous l'état de siège? Bref, on ne comprend pas quelle est la politique du pouvoir à place vis-à-vis de la province du Nord Kivu, vis-à-vis de Ténitouri. Et ça, comme nous l'avons tenu en échec en 2012, nous avons tenu en échec l'idée de l'état-major intégré. Nous avons tenu en échec l'idée du déploiement d'un bataillon de la police rwandaise à Goma. Eh bien, nous n'allons pas nous laisser faire. Mais tout ça, ça entre dans les accords de l'EAC, puisque la RDC fait partie de l'EAC. Voilà pourquoi il y a les déploiements de toutes ces troupes. Bien entendu. Et c'est là que c'est révoltant. Pendant que M. Félix maintient les populations territoriales du Nord Kivu sous un régime d'un état de siège inutile, en date du 20 juin 2022, lors du 3e conclave des chefs d'État de l'EAC à Nairobi, il signe les documents qui autorisent le déploiement des troupes de l'EAC. Et il ment à la population disant que les contingents kenyans vont entrer par Bunagana et que lorsque ces contingents vont entrer par Bunagana, les M23 en aura pour son compte. Aujourd'hui, ce ne sont plus les contingents kenyans qui entrent par Bunagana, ce sont ceux-là, les Ougandais, qui avaient livré Bunagana entre les mains du M23, qui reviennent aujourd'hui à Libérateur sous la formule d'une pseudo-force neutre. Est-ce qu'on nous prend pour des idiots? On a signé, on a dit qu'il s'agirait d'une force offensive. L'armée ougandaise, tout comme le général kenyan, répète à qui veut l'attendre qu'ils ne sont pas là pour combattre les M23. Ils sont là plutôt pour contrôler les zones en attendant que le processus politique aboutisse. C'est dire qu'il y a des négociations obscures, on va chercher des boucs émissaires, ça prend à quelques députés provinciaux de Nord Kivu au motif qu'ils auraient fait une déclaration. Là, c'est un appel au dialogue, alors qu'en vérité, par Lorenzo interposé, les délégués du M23 ont été le 28 février à Luanda, et les jours suivants, c'est un ministre d'État angolais qui est venu rencontrer Félix ici. C'est dire qu'il y a des négociations obscures par en Et ces négociations viseraient à quoi, ces négociations? Alors, à quoi visent ces négociations obscures? Je voudrais rappeler ici
que tous les accords qui ont hypothéqué la souveraineté de la RDC dans la partie Est ont été signés en dehors du Parlement. Aujourd'hui, Donc, vous, parlementaires, vous n'avez jamais été saisi? nous sommes en face d'un Parlement qui a refusé d'assumer sa mission de protéger la République. Je ne sais pas si citoyen Mbosso a en mémoire ce qui est arrivé à Kamere en 2009 lorsque Vital Kamere s'était opposé à l'opération Umoja-Wetu, avait demandé que le Parlement devait être réformé. Aujourd'hui, alors que le Parlement angolais a statué sur le déploiement de ses troupes chez nous, le Parlement rwandais a statué, le Parlement ougandais a statué. Mais vous étiez en vacances. Congolais. Vous étiez en vacances, mais vous aviez accepté la loi d'habilitation. J'avais déjà pris parole en juin dernier que nous ne pouvions pas nous donner le luxe d'aller en vacances pendant que l'exécutif était déjà engagé dans un schéma suspect. Il y avait la loi d'habilitation, non? Vous aviez accepté, vous députés, que le gouvernement puisse légiférer en lieu et place des parlementaires. Alors là, le député de la majorité de l'Union sacrée devrait s'assumer, mais s'ils veulent se racheter, je salue ici l'initiative de mon collègue Antin Claudel Loubaya, demandant que M. Christophe Lutundula vienne s'expliquer devant les représentations nationales. Si l'honorable Mbosso voudrait encore se racheter, eh bien, je l'invite à programmer sans délai cette question, mais personnellement, je vais te poser une autre pour que M. Jean-Pierre Bemba vienne nous expliquer comment lui, ministre de la Défense, peut-il accepter que ceux-là que nous avons qualifiés de terroristes par le Conseil supérieur de la Défense, que ceux-là, à l'égard desquels l'Assemblée nationale a dit pas question de négociation, puissent aujourd'hui nous imposer qu'ils ne voudraient pas voir des militaires congolais fouler leurs pieds sur une superficie de plus de 100 km². En quoi lui, Jean-Pierre Bemba, sera-t-il fier d'être ministre de la Défense si c'est sous son règne qu'une entité territoriale comme celle-là nous sera ravie? Non, je voudrais non seulement que Lutundula vienne en réponse à la question de notre collègue Loubaya, mais personnellement, je vais viser M. Jean-Pierre Bemba pour qu'il vienne nous expliquer comment, lui comme ministre de la Défense, peut accepter que la RDC soit humiliée jusqu'à ce stade. Mais oui, mais Jean-Pierre Bemba, c'est à peine. Il n'a même pas un mois, voire une semaine. Il n'a pas d'autre choix. Pour qu'il vous donne toutes les réponses. Chaude, il a le devoir de venir. Mais jusque-là, il ne s'est pas encore imprégné des différents dossiers, surtout des dossiers chauds. Non, par exemple. Il n'a pas d'autre choix. Apprenant la responsabilité de ce ministère, il savait à quoi s'attendre. Et ici, je ne voudrais pas que l'honorable Mbosso impose sa logique de laisser 3 mois au nouveau ministre, parce que s'il leur laisse 3 mois sans contrôle parlementaire, et en septembre, nous serons à pleine campagne, finalement, ces ministres ne seraient venus que pour prendre les frais d'entrée en fonction, sans être soumis à un contrôle parlementaire. Non. Que M. Jean-Pierre Bemba vienne, il est congolais, nous allons discuter comment voudrait-il s'y prendre. Est-ce qu'il est prêt à accepter que des gens qui ont tué à Kishiché, qui ont tué à Tongo, qui ont tué... Les Ougandais, sont les Ougandais. Les gens du M23, bien entendu, tous ceux-là qui sont venus derrière le M23, il y a des Ougandais, il y a des Rwandais, et aujourd'hui qui se présentent à libérateur. Est-ce que nous devenons naïfs pour l'accepter? Lui, comme ministre de la Défense, est-il prêt à nous faire avaler cette pilule-la-mer? En tout cas, pour ce qui nous concerne, fort de l'expérience de résistance contre les tentatives antérieures de menaces à notre intégrité territoriale, comme je venais de le rappeler tantôt, nous n'allons pas accepter. Parce que vous venez de Goma, vous avez des informations des parties occupées par les M23. Comment est géré ces parties-là? Et surtout qu'avec cette force d'interposition de forces régionales, comment ça va se gérer? Alors, les populations à l'intérieur de la RDC souffrent.
Le paradoxe, c'est que même la ville de Goma, qui est sous contrôle du gouvernement, eh bien, la criminalité monte d'un cran. De sorte qu'on ne sait plus voir la différence entre les zones sous occupation des autorités de l'état de siège et les zones sous occupation du M23. Bien entendu, les zones sous occupation du M23, c'est un calvaire. Personne n'a le droit de parler, personne n'a le droit de circuler. Je viens de vous dire tantôt, pour qu'un véhicule déplace la marchandise de Kichanga vers Sake, l'M23 fait payer $420. De Massissi vers Goma, $520. C'est pareil sur la zone de Rutshuru. Vous voulez amener un sac de maïs de Kiwanja vers Goma, le sac paye $5. Mais ce qui est pire, même lorsque les citoyens atteignent la zone sous contrôle du gouvernement, à Kanyama-Oro, à Kanyama-Oro, il paie $5, barrière FATC. À Kilimanyok, à $5, à la barrière de l'OPP, $5, ça devient pire que même sous le régime de l'occupation étrangère. Bref, nous avons des choses pour lesquelles nous devons reprocher aux autorités de l'état de siège pour que les citoyens ne se sentent pas confus parce qu'ils retrouvent le même calvaire dans la zone sous contrôle de son gouvernement alors qu'il espérait y vivre à liberté. Voilà, pour terminer, qu'allez-vous faire, parce que vous êtes député, qu'allez-vous faire, parce que vous n'avez pas été consulté pour qu'on envoie des troupes régionales ou des forces régionales? Vous, député, vous allez faire quoi? Non, nous allons nous battre très très sérieusement. L'honorable Mbosso ne va pas continuellement imposer la prorogation de l'état de siège inutile tout en bloquant des initiatives destinées à faire venir le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense pour s'expliquer devant cette spoliation de l'intégrité territoriale. Non, Mbosso doit bien serrer sa ceinture parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Enfin, David, je voudrais rappeler ici le calvaire de l'enrôlement dans toute la province du Nord Kivu, avec le risque que si la CENI s'amuse à clôturer l'enrôlement le 11 avril, le Nord Kivu risque de perdre au moins 23 sièges. Mais ils ont encore ajouté, non? Ils ont ajouté 10 jours. Ils ont ajouté 10 jours, alors que proportionnellement au nombre de machines déployées à Goma, par exemple, 96 kits pour 502 000 électeurs attendus, avec un kit qui enrôle 45 personnes par jour, la ville de Goma avait droit à 117 jours. Or, si la CENI clôture au 11 avril, la CENI nous aura donné 50 jours pour voler 60 jours. Nous n'allons pas l'accepter. La ville de Butembo devait avoir droit à 90 jours. Est-ce que nous allons accepter qu'on nous impose 40 jours? Surtout que dans la zone opérationnelle 1, l'enrôlement est allé au-delà de 75 jours. À Beni, dans la chefferie de Bachou, sur la route de Maboya, tous les centres sont fermés depuis le 9 mars jusqu'au 23 mars. Au moins 123 personnes ont été tuées dans ces zones-là. L'enrôlement est bloqué. Est-ce qu'on va imposer au territoire de Beni de perdre 3 sièges alors qu'il avait déjà perdu 2 sièges en 2011? Il faut qu'on applique à Beni la même formule pour Rutshuru et Massissi, c'est-à-dire réserver le nombre de sièges. Mais pour toutes les autres circonscriptions, l'enrôlement devrait aller au plus tôt au 16 mai. C'est la date qui correspond au nombre de kits que nous avons reçus. La CENI devrait également réinitialiser les kits qui ont été utilisés dans la zone 1 pour renforcer les kits dans la zone opérationnelle 3. Figure-toi par exemple dans le Haut-Katanga, alors qu'au Kwango, on a prévu un kit pour 32 électeurs par jour. Dans le Haut-Katanga, c'est un kit pour 106. Donc on ne voudrait pas que les gens se fassent enrôler massivement dans le Haut-Katanga. Au Nord Kivu, c'est 95 personnes par jour, par kit. Alors que dans le Kasaï central, c'est seulement 44. Il y a une discrimination inacceptable. Nous n'allons pas tolérer qu'au 11 avril, la CENI dit qu'elle va distribuer des jetons. Est-ce qu'elle va distribuer des jetons à 160 000 personnes à Goma, 345 000 à Beni Territoire, 735 000 à Massissi,
662 000 à Rutshuru. Après 7 jours, donc, vous maîtrisez bien les chiffres, honorable la CENI député ne va national pas présenter cette Jean-Baptiste escroquerie-là, nous n'allons pas Kassekwa. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Kassekwa. Vous avez été à Goma. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous qui êtes à Rutshuru, à Massissi, restez branchés sur Télé 54 tout à l'heure, la grande édition des Grands Salambo. Restez branchés sur Télé 54. À très bientôt.